lance. Bonjour Catherine, Catherine Martel. Bonjour Marine. Merci de me recevoir en ligne pour une petite interview aujourd'hui. Tu es fondatrice du projet Expat Parents et Oui. je voulais discuter avec toi aujourd'hui à propos de plein de sujets intéressants. Mais tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour voilà, que tout le monde sache qui tu es en quelques Alors, mots? rapidement, qu'est-ce que je peux dire? Que je suis psychologue de formation et que ça fait maintenant pratiquement 25 ans que j'ai commencé à mener une vie d'expatriation successive avec des retours en France aussi. Donc, j'ai vécu dans plusieurs pays, enfin, en Turquie, en Roumanie, à Chypre, au Vietnam, en Autriche. Et là, depuis 18 mois, j'habite à Sarajevo, donc en Bosnie-Herzégovine. Voilà, c'est moins loin que le Vietnam, mais il y a un certain exotisme aussi. J'imagine, oui. Euh, ton site, et tu as un site et un groupe Facebook qui est très actif. Oui, voilà, donc effectivement, le projet Expat Parents, je l'ai lancé il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant, enfin, un peu plus de 2 ans pour le groupe, et puis pas encore 2 ans, ça fera 2 ans au mois de mai pour le site. Mon idée à la base, c'était effectivement de faire un projet, enfin de créer un site qui soit collaboratif, c'est-à-dire que ce n'était pas le site de Catherine Martel qui vous apportait la bonne nouvelle, mais c'était le fait de fédérer des gens qui avaient des choses à dire, à partager, qui avaient envie de partager des ressources et de l'expérience concernant l'expatriation en famille, pour éviter que tout le monde se repose les mêmes questions, fasse des petites recherches dans son coin et soit tout seul aussi, parfois, face à certaines inquiétudes. Voilà. Donc, comme c'est moi qui ai fait le site, en attendant de le faire, je me suis dit, tiens, je vais commencer par créer un groupe Facebook, pensant que ça allait me permettre aussi de voir quelles seraient les attentes des parents expatriés. Et puis, bah, en fait, le groupe a pris une dimension que j'étais loin d'avoir soupçonnée. Je n'étais pas du tout une pro de Facebook. Je suis devenue une community manager, puisque les premiers mois, pendant un an, j'ai ajouté 500 personnes par mois pratiquement sur le groupe. Voilà, donc aujourd'hui, on est presque 10 000, hein, on est un peu plus de 9 000. Donc, c'est vrai que ça prend beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie pour garder le cap, pour faire en sorte que ça reste bienveillant et que ça ne dérive pas dans, voilà, comme le font souvent Ça fonctionne bien, les que groupes ça soit. réseaux sociaux. Et puis, le site, il y a plus de 35 auteurs qui écrivent régulièrement des articles, il y a des ressources, des livres, des sites, enfin, tout ce qui est des services maintenant, puisqu'il y a maintenant aussi des partenariats. Voilà, l'idée, c'était pour moi de rassembler tout ce qui pouvait être utile pour l'expatriation en famille. Ah, Voilà. super. Mais justement, à propos de ça, donc, pour rentrer dans le vif du sujet, tu dis qu'il y a beaucoup voilà, de questions que les expatriés se posent ou les expatriés en devenir. Quelles sont en fait finalement, toi, si tu, enfin, je sais que c'est très varié, mais s'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit, qui revient assez souvent, les inquiétudes ou les défis qui reviennent, que peuvent avoir les parents pour leurs enfants ou pour eux-mêmes. Alors, comme tu dis, effectivement, je suis la première surprise de voir que les thématiques abordées sont quand même très, très diversifiées. Au bout de 2 ans, il y a encore des questions qui arrivent et qui n'ont pas encore été posées. Mais ce qui revient quand même le plus souvent, c'est en premier, je dirais, tout ce qui concerne les questions de scolarité. Bon, ben, puisqu'on parle d'enfants, c'est quand même peut-être pas très étonnant. Et puis, c'est vrai que la scolarité focalise souvent les inquiétudes des parents, notamment lorsqu'il y a un changement de système scolaire ou lorsqu'il y a un retour en France. Des questions de est-ce que mon enfant aura le niveau, est-ce que son cursus va être reconnu, valorisé, comment on va maintenir le français. Enfin, voilà. Donc les questions de la scolarité, c'est vraiment ce qui arrive, comment trouver la bonne école, faire le bon choix. Ensuite aussi, il y a tout ce qui concerne les langues. Donc soit effectivement l'apprentissage d'une autre langue, voire de 2 ou 3 langues, quand en plus le couple est binational et que l'enfant est scolarisé dans une langue qui n'est pas celle de la famille, ni parfois même pas celle du pays. Donc voilà, il y a des questions autour de ça. Et puis la troisième thématique, c'est tout ce qui est plus d'ordre psy, en fait, c'est-à-dire psy au sens large, hein, c'est-à-dire des difficultés ou des difficultés d'adaptation, soit de la part des enfants, parfois des parents aussi, ou du conjoint, qui est souvent une conjointe qui a souvent laissé son métier pour suivre celui qui avait initié l'expatriation, qui avait un job à l'étranger, et qui du coup a besoin aussi de se réinventer, de retrouver sa place. Voilà, donc ça, c'est les grandes thématiques. Je les ai abordées. Sur le site, on peut retrouver une grande vidéo en fait, d'un colloque qui s'est tenu le 28 septembre 2018 à Paris,
à l'initiative de ADFE, Français du Monde, et il m'avait convié à participer et j'ai fait une intervention sur justement les défis des enfants expatriés. Donc pour ceux qui s'intéressent, ils peuvent retrouver la vidéo. Et puis il y a eu plein d'autres tables rondes sur les questions de scolarisation, sur les questions des protections de la famille. Voilà, donc c'était toute une journée très riche et j'ai mis l'intégralité de la vidéo sur le site. Et justement, tu dis parler d'adaptation. Est-ce que on dit souvent que les enfants ont tendance à s'adapter plus vite que les parents? Est-ce que c'est ce que tu as remarqué aussi? Est-ce que tu as entendu et vécu? Ou ça Oui, dépend? alors, il y a pas de règle générale. Quelle que soit la question que tu vas me poser, je vais te répondre ça, je vais te répondre. Il y a pas de règle générale, il n'y a pas de recette du coup aussi, sinon ça se saurait. Alors, effectivement, il y a des choses qui statistiquement sont plus fréquentes que d'autres. Donc, les enfants, on a tendance effectivement à dire qu'ils s'adaptent plus vite. Ce n'est pas toujours le cas. Quand même, c'est parfois le cas en apparence et puis après, on se rend compte plusieurs années après qu'il y a des trucs qui n'avaient pas été finalement bien digérés, qui ressortent d'une façon au moment où on s'y attend parfois pas trop. Mais globalement, je dirais les enfants, notamment jusqu'à l'adolescence, généralement s'adaptent assez facilement parce que pour eux, l'essentiel, le principal, au fond, c'est le noyau familial, c'est les parents. Et donc, l'expatriation, pour peu qu'on arrive justement bien à préserver cette unité familiale, et qui est souvent d'ailleurs renforcée en expatriation, puisqu'on est tous unis voilà, sur un petit bateau. Du coup, pour l'enfant, pour le petit, son point de repère principal, ses points de repère principaux sont quand même préservés. Et aussi, les enfants, j'aurais tendance à dire qu'ils vivent peut-être plus intensément que nous dans le moment présent, plutôt qu'en projetant les difficultés qui vont arriver, les soucis, ils n'ont pas les soucis d'organisation à venir, etc., que nous, on peut avoir. Et aussi, peut-être tendance à plus facilement tourner la page avec la tranche de vie antérieure pour vraiment plonger dans celle qui se présente à eux. Donc peut-être que ça peut expliquer le fait qu'on se dise, oh là là, on s'adapte très très vite. Ouais. Alors il y a quelque chose que j'entends assez souvent aussi, c'est de dire, si les parents sont contents, les enfants seront contents. Bon, c'est pas toujours si simple. Hein. Voilà. Ouais. Enfin, on parlait d'enfants. Pour les ados, c'est un peu plus dur parce qu'en fait, là, je dirais que l'expatriation leur fait vivre un petit peu l'inverse de ce qu'il faudrait qu'ils vivent à cet âge-là. À cet âge-là, ils sont leur père, PAIRS, on commence à prendre vraiment beaucoup d'importance dans leur vie, pour la construction de leur identité, de leur sociabilité. Et les parents s'éclipsent un peu, et donc les ados prennent un peu d'indépendance. Et l'expatriation leur fait vivre l'inverse. Elle les raccroche aux parents et elle les coupe de leur troupe voilà, de leur bande d'amis, etc. Donc c'est souvent une période qui est plus délicate et on le retrouve d'ailleurs aussi sur le groupe, dans les Et témoignages, les plus, partages. plus positif. Qu'est-ce que tu as pu retrouver comme bénéfice ou plutôt qu'est-ce que ça a apporté finalement à tes enfants ou à ceux avec qui tu as discuté de vivre à l'étranger ou même de voyager du coup sûrement un petit peu plus que la moyenne. Est-ce que d'avoir été Les bénéfices, ils sont nombreux, heureusement. Hein. D'ailleurs, je crois que globalement, les parents, il y avait une enquête qui avait été réalisée à ce sujet. Ils disent que voilà, les bénéfices pour leurs enfants leur paraissent majoritaires par rapport aux défis à relever, aux difficultés. Donc, c'est un peu une banalité de dire ça, mais effectivement, les principaux bénéfices, c'est en termes d'ouverture d'esprit. C'est vrai que ça amène à découvrir d'autres façons de vivre, d'autres façons de penser, d'autres façons de se nourrir, d'autres façons d'autres odeurs, et donc ça permet aussi de développer la tolérance, parce qu'on se rend compte que finalement, il y a d'autres façons de vivre qui sont tout aussi valables que les nôtres. Et puis, ça développe les capacités d'adaptation, puisque chaque fois, il faut justement s'adapter, voire s'intégrer à ce nouvel environnement. Donc, lorsqu'il y a des difficultés, qu'on arrive à les dépasser, ça développe aussi la résilience. Donc, tout ça, ce sont tous des atouts qui sont des forces, en fait, hein, dans la vie. Et puis, les enfants expatriés, souvent, fonctionnent, réfléchissent au niveau un peu de la planète et plus seulement de leur propre pays. On le retrouve parfois au niveau de leurs études plus tard et le monde entier leur est ouvert et ils l'intègrent dans leurs réflexions et dans leurs projets. Et donc, voilà, c'est une ouais. Et est-ce que tu as remarqué du coup à propos de ça, du voyage, que ce soit même plus tard pour les études, mais même déjà plus jeune, enfin, quand vous êtes ensemble encore en famille, est-ce que les expatriés ont tendance à peut-être à voyager un peu plus que les parents sédentaires? Est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué?
tu pourrais l'expliquer. Je pense que Oui. c'est certainement des raisons assez banales, mais Ah oui, je pense en fait, bon, déjà quand on s'expatrie, et c'est un choix, en général c'est souvent un choix quand même, c'est on a une certaine forme de curiosité, d'envie de découvrir des nouvelles choses. Donc lorsqu'on est expatrié, ben, on continue. Cette curiosité continue aussi pour découvrir soit son propre pays, le propre pays qui nous accueille, soit les pays environnants, surtout si on est à l'autre bout de la planète et qu'on se dit que c'est peut-être une opportunité qui ne se représentera pas. Donc, par exemple, quand on était au Vietnam, bon, on a un petit peu écumé la zone en allant découvrir les merveilles du Cambodge, en Thaïlande, la Grande Muraille à Pékin, on est allé même jusqu'à Bali, voilà, au Laos. Parce qu'on disait, bon, on est au Vietnam, il y a des choses magnifiques au Vietnam et en dehors, et on avait envie effectivement de le découvrir. et justement, vous avez voyagé avec vos enfants, est-ce que quand ils étaient jeunes, je pense, quand ils étaient plus jeunes, est-ce que tu avais des inquiétudes? Est-ce que tu abordais les choses? Comment tu abordais un petit peu le voyage finalement en famille? Euh, Alors, inquiétude, non. Inquiétude, pour les voyages, j'ai pas le souvenir d'avoir eu des inquiétudes. Donc c'est vrai que nous, chez Expatrié, on les a toujours, mais maintenant c'est des jeunes adultes. On avait 3 enfants, donc bon, bah, c'est vrai que quand ils sont tout petits, ça demande une certaine logistique qui est plus importante que quand ils grandissent un petit peu. Mais je pense que là où on a le plus voyagé, c'est quand on était au Vietnam, ils avaient entre 4 et 12 ans au départ, et puis après entre 8 et 16 ans. Donc c'est un âge où voilà, ça va, ils peuvent quand même ils peuvent Suivre voyager. et on organise. Donc ici, l'inquiétude, la plus grande inquiétude, c'était qu'à chaque pratique, ça devient quelque chose de drôle dans la famille encore maintenant, pratiquement à chaque voyage, il y en a un qui avait soit son compas, soit un coupe-ongle, soit des ciseaux quand je faisais donc confisquer à l'embarquement. Donc chaque fois, on disait, bon, vous n'avez rien, vous avez bien vérifié, oui, oui, c'est tout bon. Et puis chaque fois, il y en avait, alors voilà, c'est devenu un truc drôle dans la famille, parce que ça continue encore maintenant. La dernière fois, c'est moi qui avais un coupe-ongle, voilà, donc Ouais, le voyage en soi, voilà, c'est pas des grosses inquiétudes. Hein. un petit peu d'organisation, peut-être certainement plus que s'ils étaient plus grands, mais Oui, oui, finalement, la même ouais, envie en fait qui nous pousse à oui. bouger. Je crois que là aussi, c'était plutôt l'envie de découvrir et l'impatience Voilà. plutôt que de s'inquiéter. Bon, non, il n'y avait pas d'inquiétude particulière. Je vais bientôt aussi faire passer une petite mini-série d'interviews de mamans qui voyagent pour justement donner un peu envie à ceux qui parfois qui ça paraît compliqué ou qui mystifie un petit peu le voyage en famille, alors qu'en fait, bon, on se rend compte que finalement, c'est pas. Bon, ça demande une petite organisation, mais c'est pas si Oui, compliqué. surtout, voilà, il faut penser pour la nourriture aussi. Il faut prévoir éventuellement qu'il y ait un avion enfin, on rate une correspondance et qu'on se doit se retrouver quand même à nourrir un petit qui ne peut pas Voilà, manger. Enfin, voilà, mais bon, ça me besoin paraît bien. matériel. Ouais, pas de difficulté. Et pour continuer dans notre envie de transmettre à nos enfants ce qu'on vit, ce qu'on découvre à travers le monde, que ce soit dans le pays d'accueil ou dans les voyages dans les pays limitrophes, comment tu as pu, à l'époque ou même encore maintenant, j'imagine, mais transmettre en fait ces nouvelles cultures, partager ces nouvelles cultures avec tes enfants? Est-ce qu'il y avait il y a quelque chose, des idées ou des exemples qui te viennent à l'esprit Alors, avec le recul, je dirais que c'est peut-être un petit regret. Je pense qu'on l'a pas assez, peut-être, fait découvrir les cultures. Enfin, on l'a fait de façon intuitive, effectivement, en se baladant dans le pays, en découvrant des choses, parfois en visitant aussi certains musées, notamment les musées ethnographiques. Quand il y en a, souvent, ça permet une bonne imprégnation de particularités du pays. Mais c'est vrai que ça s'est plus fait comme ça, de façon intuitive et par imprégnation, plutôt qu'avec de façon rationnelle en disant on va leur inculquer l'histoire du pays. Enfin, voilà. Donc c'était plus par le biais de visites et de choses qu'on a découvertes ensemble aussi, plutôt que de façon préméditée et académique, si je puis dire. Mais du coup, bon, sans doute qu'ils n'ont pas profité au maximum ils n'ont sans doute pas retenu notamment de l'histoire des pays dans lesquels on a vécu, sans doute tout ce qu'ils auraient pu, ils ont qui peut-être aurait aussi pu leur être transmis. Voilà, mais bon, ben,
personne n'est parfait. Voilà. C'est sûr qu'ils Donc, impliquent. heureusement qu'il y a des personnes comme toi qui permettent d'y remédier avec ton projet. C'est un petit monde. Merci. Ça Mais, n'existe pas. je pensais qu'il y a peut-être aussi l'école, que ce soit le lycée français Oui, local ou alors, tout à fait. l'école locale. Souvent, Oui. ils ont aussi des événements, des petites, voilà, des ateliers, des choses comme ça pour faire découvrir souvent un petit peu certaines. Oui, alors c'est vrai que disons que nos enfants, enfin, jusqu'à il y a 2 ans, nos enfants ont toujours été scolarisés dans les lycées français à l'étranger, parce que nous, on déménageait tous les 3 ans en moyenne, donc ça permettait d'assurer quand même une continuité sur le plan du cursus et puis sur le plan de l'environnement aussi, un petit peu, voilà, ça facilitait un petit peu l'adaptation et les périodes de retour en France. Donc ils n'étaient pas immergés comme le sont certains enfants qui sont dans des écoles locales. Ceci dit, dans les lycées français à l'étranger, il y avait toujours une forte proportion quand même, soit d'enfants qui venaient du pays où on était, soit d'étrangers tiers. Donc c'était quand même un environnement international. Voilà. Mais effectivement, ils avaient de par ce biais-là quand même une immersion dans le pays dans lequel on était. Très Et la langue aussi, parfois. Et oui, et en parlant de ça, par rapport à justement quel est le bon dosage, parce qu'on a envie de leur transmettre voilà, l'ouverture d'esprit vers les autres pays, vers l'international, mais quand on est longtemps et plus ça dure, plus on fait attention à ça, leur transmettre voilà, notre culture française dans finalement la France qu'on a forcément vécu ou très peu, donc à travers la langue, mais pas que. Est-ce que vous aviez voilà, des petites comment vous y êtes pris, ou est-ce que autour de toi dans ce groupe expat parents justement tu as quelques petites choses qui sont revenues et qui te semblent intéressantes Oui, alors c'est vrai que c'est une question qui est très souvent, qui revient très souvent dans le groupe expat parents. Comment maintenir le lien avec la langue ou avec la culture française? Nous, alors aussi, on n'a pas eu, je dirais qu'on n'a pas eu ce problème, parce que donc nous, on est un couple, enfin, on est tous les deux français, voilà, donc il n'y a pas d'autres langues, d'autres cultures au sein de la famille. Et comme je le disais, nos enfants étaient scolarisés dans des lycées français. Donc déjà, le maintien de la langue, le problème ne se posait pas. Avec la culture, pas tellement non plus, parce que c'était quand même des lycées français. Et puis tous les étés, nous, on rentrait, enfin moi, je rentrais avec eux 2 mois en France, voilà, dans une petite maison de famille qu'on a à la campagne du côté de Lyon. Donc, il y a des racines qui se sont quand même bien construites en France et voilà. Donc, nous, la question ne se posait pas. Mais pour d'autres familles expatriées qui, effectivement, rentrent moins souvent, s'expatrient plus longtemps, donc sont vraiment installés dans un pays pour une longue durée et où souvent les enfants sont scolarisés dans une école locale ou une école internationale, la question se pose davantage. Et, et notamment lorsqu'il y a un retour en France qui se profile, les parents sont inquiets quant aux capacités de leur enfant à avoir un niveau suffisant de maîtrise de la langue française pour pouvoir raccrocher les wagons lorsqu'il réintègre le cursus en France. Donc là, ça sera un peu long de détailler tous les cas de figure, mais c'est vrai que pour maintenir le lien avec la culture et la langue française, il y a plein de choses. Donc bon, là aussi, il y a un article du site qui développe un petit peu toutes ces ressources, que ce soit au niveau effectivement de la lecture, il y a des abonnements de magazines à l'étranger qui sont possibles, on peut recevoir des livres, donc pour tout ce qui est lecture, effectivement, c'est important. Il y a des choses, il y a des tonnes de choses qu'on peut trouver sur Internet, des chansons, des vidéos, des sites qui permettent aussi d'apprendre, de travailler les programmes de français de façon assez ludique. Enfin, de ce côté-là, les ressources sont très grandes. Alors, il y a aussi des cours en ligne, hein. Il y a même des cours de français qui peuvent sur le niveau. Il y a l'enseignement à distance qui peut se faire aussi en parallèle avec des programmes spéciaux spécialement conçus pour les enfants expatriés qui ont déjà une scolarisation dans la langue locale. Voilà, enfin, il y a des tas de ressources. Pardon? Puis bientôt l'équipe Tout un petit monde en français est Ben disponible voilà, en ligne pour tous voilà. les expatriés dans Il le monde. faudra que tu en parles, effectivement. Mais je pense que voilà, c'est difficile de répondre parce que ça dépend là aussi de chaque famille, de la configuration familiale et puis des objectifs de la famille. Voilà, ils veulent vraiment s'immerger dans le pays, c'est qu'ils ne pensent jamais rentrer, ou au contraire, enfin, c'est pas les mêmes objectifs et c'est pas les mêmes ressources qui vont être utilisées pour répondre aux besoins. D'accord.
Et je finalement. précise aussi qu'il y a des groupes Facebook spécialisés sur cette thématique-là. Je pense à 2 ou 3, ben voilà, je peux donner les références, qui sont vraiment, parce qu'il y avait beaucoup de questions qui revenaient sur ce sujet sur le groupe Expat Parents, et comme pour d'autres d'ailleurs, il y a des sortes de sous-groupes, pas de groupes qui se sont créés un peu en périphérie pour aborder ces questions-là, par exemple les questions de langue, les questions des vacances des expats. Ça ne pouvait pas tout être géré sur le groupe Expat Parents, donc moi je reste un peu sur mon cap de la parentalité. Il y a d'autres groupes qui existent. Tout ça. Super. Et pour revenir, tu disais tout à l'heure que du coup, la famille devient un petit peu le noyau. Après, ça, de toute façon, c'est aussi un socle important pour n'importe quel enfant, où qu'il soit, sédentaire ou pas. Et j'avais lu un article sur ton blog autour des rituels familiaux. Est-ce que, est-ce que tu peux m'en reparler rapidement et me dire un peu aussi toi comment tu as créé ces moments précieux, voilà, justement, un petit peu au fil des années pour créer des souvenirs en famille. Alors effectivement, bah, c'est un article écrit par Cécile Gilbert, qui a écrit un des rares livres en français concernant bah, les enfants expatriés. Hein. Voilà, donc je recommande vivement. D'ailleurs, c'est un petit peu la lecture de ce livre qui m'avait donné envie de lancer le projet Expat Parents. Et effectivement, elle parle des rituels familiaux qui sont importants là aussi, y compris pour une famille qui ne s'expatrie pas, mais encore plus a fortiori donc pour une famille expatriée qui effectivement est soumise il y a des changements permanents, donc des changements, voire des bouleversements. Donc les rituels assurent une sorte de permanence, en fait, une sorte de sécurité, de stabilité voilà, qui donne des points de repère qui sont encore plus utiles, si je puis dire, à la famille que lorsque la famille vit dans un environnement qui est stable et un petit peu innovant. Donc, de notre côté, moi, je me suis pas bon, j'avais pas lu l'article à l'époque, hein, non, donc j'avais pas pris conscience de ça. Je l'ai réalisé justement aussi, moi aussi, un peu en lisant l'article, mais on a tous, sans le vouloir, on met en place un certain nombre de choses. Alors, moi, je sais par exemple dans notre famille, ben, voilà, il y a la tradition, par exemple, pour Noël, d'ouvrir les petits paquets le matin du 25 en se réveillant. Et on a essayé de le maintenir, même une année où on était parti en vacances à Bali. Donc, on était là-bas, c'était hyper chaud, c'était bizarre, on était mis entouré de rivières, etc. On n'allait pas emmener les cadeaux de Noël, mais on avait amené plein de tout petits cadeaux. C'était d'une tablette de chocolat, un petit truc, pour qu'il y ait des petits paquets le matin quand ils se réveillent. Et voilà, et on a les photos où ils sont donc en maillot de bain et en train d'ouvrir leur petit paquet de Noël. Donc ça peut être un rituel. Et nous, on a aussi un peu le rituel de rentrer tous les étés et de se retrouver les filles, la famille, la famille élargie, les grands-parents, quelques cousins, etc., des amis. Donc ça fait partie un petit peu des rituels. Il y a les rituels aussi chaque déménagement. Je sais que les cartons étaient chaque fois transformés en cabane, en château, voilà, on les gardait un bon moment après le déménagement parce que c'était utile non seulement à transporter des affaires, mais aussi à cette chose de créativité et de jeu. Ça peut être Il y en aussi, aurait plein d'autres, hein, mais je pensais aux anniversaires, et puis c'est vrai que les rituels, ça peut être aussi un petit peu plus régulier. En fait, c'est retrouver un petit peu, prendre le temps ensemble et d'une manière un petit peu pas automatisée, mais voilà, avec une sorte de régularité pour pas oublier, quoi, en fait, finalement. Sans que ce soit une obligation, il faut que ça soit un plaisir. du coup, j'avais mis un post une fois sur le groupe Facebook pour dire, quand j'avais publié l'article, je pense, en disant, et vous, quels sont vos rituels? Et il y avait eu des trucs très, très sympas. Bon, je les ai plus en tête, c'était il y a un petit moment, mais voilà. On a encore des choses très, très variées, effectivement. Le matin, au réveil, comme le dimanche soir, voilà, les dîners ensemble en famille, etc. Super. Génial. Et bon, écoute, finalement, pour un petit peu conclure, je voulais aborder rapidement la question de la femme d'expat, du conjoint suiveur ou du. Alors, ça peut être aussi un très bon sujet, mais est-ce que rapidement, tu pourras me dire comment tu as vécu de toi personnellement ces expatriations successives et comment tu as trouvé justement ta place, comment tu as pu voilà,
Est-ce que tu aurais un conseil en particulier pour les mamans, les femmes justement qui vivent ça, qui vivront ça, pour bien le vivre, pour être épanouies, pour pouvoir en profiter, et voilà, comme ça devrait être absolument, puisque c'est un petit peu justement l'occasion jamais. Donc, Alors, c'est le sujet là, du dernier article que j'ai écrit qui s'appelle le conjoint vie suiveur. Voilà, c'est une appellation souvent qui n'est pas très valorisante et dans laquelle on se retrouve plus ou moins. Bon, effectivement, comme je disais, dans 90% des cas, c'est une conjointe d'ailleurs, pour l'instant, même si c'est en train de changer, mais bon, quand même. Alors bon, là aussi, chacun fait comme il peut. Tout le monde n'a pas le même objectif, tout le monde n'a pas la même personnalité, tout le monde n'a pas la même histoire. Personnellement, c'est vrai que comme on déménageait assez souvent, j'ai pas pu maintenir une carrière au sens classique du terme. Bon, je suis fille de formation. Avant de partir à l'étranger, j'avais travaillé 4 ans dans le milieu scolaire et puis 4 ans dans le recrutement. Bon, quand on est parti, chaque fois, j'ai fait énormément de choses très, très différentes, plus ou moins proches de la psychologie. Bon, mais ma formation de psychologue, de toute façon, m'était utile, ça fait partie de moi désormais. Mais je pourrais dire que moi, je me suis principalement investie dans des projets associatifs, en fait, dans les différents pays dans lesquels j'ai vécu, soit en étant membre actif d'une association qui existait, soit en créant lorsqu'il n'y en avait pas. Lorsque je me rendrais compte qu'il y avait quelque chose qui me manquait, qui n'existait pas dans le pays où j'habitais, je me disais, ce qui me manque, il doit manquer aussi à d'autres. Bon, faisons le tour de ceux à qui il manque, on retrousse les manches et puis on essaie de mettre en place. Donc, ça a donné lieu à la création de plusieurs associations, notamment des accueils de la FIAC, la Fédération internationale des accueils français et francophones expatriés. Voilà, j'ai travaillé pour Handicap International, pour une association humanitaire, enfin, plein de choses très, très, très variées. Donc, moi, j'ai plutôt considéré ça comme une richesse que j'ai plutôt vu tout ce que cela me permettait de faire et ce que ça m'apportait, ce que ça me permettait d'apporter au pays et aux gens qui m'entouraient, plutôt que comme le fait d'avoir fait un sacrifice, d'avoir perdu ma carrière, mon indépendance financière, etc. Donc, mais bon, il y en a d'autres qui me disent différemment, notamment peut-être les nouvelles générations qui arrivent et qui ont beaucoup misé sur leur vie professionnelle. C'est vrai que ça rend assez créatif, hein. Je confirme. Ça nous non, mais je pense que, voilà. Ce qui est important, c'est finalement d'arriver à s'investir dans quelque chose qui nous plaise. Donc, ça remet des formes différentes. Certaines, tout simplement, s'investissent, sont contentes d'avoir plus de temps pour s'occuper de leurs enfants et d'avoir des moments partage qu'ils n'avaient pas lorsqu'elles travaillaient à plein temps avant de partir. Pour d'autres, c'est l'occasion de se lancer dans une activité culturelle, artistique, sportive qu'ils n'avaient pas le temps ou l'opportunité de développer auparavant. Pour d'autres, c'est l'occasion de lancer un nouveau projet professionnel, voire de se reconvertir, de faire une formation parfois à distance. Il y en a beaucoup, beaucoup, effectivement, qui maintenant, avec Internet, qui mettent en place ce qu'on appelle des carrières nomades, c'est-à-dire finalement un projet qu'elles peuvent transporter au fil des expatriations. C'est un petit peu, finalement, moi, depuis 2 ans, mon projet Expat Parents, là, je l'ai initié à Paris. Je suis maintenant à Sarajevo. Il suffit que j'ai une connexion Internet qui ne dure pas toujours excellente pour continuer. Et puis, par ailleurs, je pourrais poursuivre. Ouais. Voilà. On ne peut pas trop appeler ça une activité professionnelle si on regarde simplement l'aspect business, mais je le considère comme tel. Enfin, je veux dire, c'est l'activité, le projet auquel je consacre maintenant quasiment tout mon temps et toute mon énergie. Voilà, donc je crois que c'est important, c'est ça, c'est d'avoir un projet dans lequel on s'investisse et qui fait en sorte qu'on se dit qu'on n'est pas là totalement à côté de la plaque et que ça n'a aucun sens et qu'on perd son temps. Voilà. Ouais. Et peut-être un petit conseil aussi, je ne vais pas trop donner des conseils, mais en termes de. Voilà, je pense que c'est important. J'ai constaté souvent que les conjointes, comme ça, les conjointes suiveuses, avaient tendance, c'est une phrase qu'on entend souvent, dire ah bah oui, mais moi, quand on arrive, j'installe tout le monde, je fais en sorte que tout le monde se sente bien, les enfants dans leurs écoles, le mari au travail, etc. Et puis bah, moi, je passe après, je me dis, bon, j'ai constaté ça très, très souvent. Moi aussi, hein, j'ai un peu fonctionné comme ça. Et plus les années passent, plus je me rends compte que c'est important de penser aussi à nous. On utilise une image qui me plaît bien, c'est celle pour des voyageurs. Dans les avions, il y a toujours les consignes de sécurité. Et puis on dit à un moment, en cas de dépressurisation, vous mettez votre propre masque d'oxygène pour pouvoir après
mettre celui des enfants ou aider les personnes qui sont autour de vous. Et effectivement, je pense que c'est une très belle image parce que si on n'est pas, soi-même, si on n'est pas en bon état de fonctionnement, si on n'est pas en forme, on ne va pas pouvoir finalement vraiment être d'un bon secours pour les personnes qui nous entourent et pour nos enfants. Donc parfois, on fait le fonctionnement inverse, on se précipite pour que tout le monde aille bien, et puis on se souffle soi-même et on se dit un petit peu là au milieu. Et donc voilà, faut être vigilant, je pense à ça. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Bon, bah, tant mieux, parce que j'ai l'impression d'être dans la bonne direction alors. Ton masque alors? Ton masque, Ça va pour l'instant. Bon, bah, écoute, merci beaucoup, Catherine, pour cet échange et très riche. Et puis, voilà, les questions sont nombreuses. Et donc, pour tous ceux qui cherchent voilà, à avoir plus de réponses, n'hésitez pas à aller sur le groupe Expat Parents sur Facebook ou sur le site en ligne. Et puis, quand même que les réponses, il y en a plein sur le groupe et sur le site. Et puis, il y a effectivement tous les projets comme le tien qui apparaissent, que je vois avec émerveillement arriver et proposer des ressources qui sont quand même vraiment géniales pour des familles expatriées. Donc, bon, c'est vrai que quand il n'y avait pas Internet, on était quand même encore beaucoup plus isolés et démunis face à l'expatriation. Maintenant, il y a quand même des tas de choses qui sont, ça a bien évolué. Hein. C'est vrai que les premiers temps, j'étais sur Skype, c'était pas la même connexion. Maintenant, ça nous ouvre beaucoup d'autres perspectives qui sont super, et notamment bientôt, en effet, Mekit, tout un petit monde qui seront disponibles en ligne sur .com. Voilà. Bah, merci beaucoup, Catherine. Du coup, à très bientôt. Je coupe d'abord tout ça.